Bonjour frère Ismaël. Bonjour Samira. Voilà, aujourd'hui nous nous retrouvons pour échanger un petit peu sur votre parcours, sur qui vous êtes. Et du coup, je vais commencer tout de suite cette vidéo en vous demandant de vous présenter à nous. Eh bien, bonjour. Donc, je m'appelle frère Ismaël. Mon nom de famille, c'est un nom imprononçable, un nom berbère. Euh, En français, on dit Narbesla, mais en berbère, c'est Annar Aslav. Je suis donc franco-algérien, émigré ou réfugié en Belgique. Je préfère dire réfugié en Belgique. Je fais partie de la communauté Saint-Jean depuis belle lurette. Je suis né en 1961 pendant la guerre d'Algérie. Maman est lilloise, donc des Flandres françaises, juste de l'autre côté de la frontière. Et mon papa est algérien, kabyle. Euh, et il est venu rejoindre mon grand-père qui avait un café à Valenciennes. Donc il était depuis, c'est là qu'il a rencontré maman. Alors pendant la guerre d'Algérie, c'était évidemment, je ne dirais pas que c'était Roméo et Juliette, mais bon, il y a un peu de ça, dans le sens où la France, les Français et les Algériens étaient quand même à feu et à sang. Et mes parents étaient de deux mondes totalement différents, totalement Mhm. différents qui n'auraient jamais dû se rencontrer, sauf le hasard de l'amour et de la grâce de Dieu, puisque donc papa était musulman pratiquant et très engagé dans l'indépendantisme algérien. Il était le plus jeune militant indépendantiste dans le nord de la France. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que bon, alors, si je parle de mon papa, c'est d'abord pour rendre grâce à Dieu de tout ce que nous avons reçu de lui, parce que c'était un orphelin. En fait, et mon papa et ma maman sont orphelins tous les deux. Mais pas de la même manière, ou de manière complémentaire, si j'ose dire, puisque maman est orpheline de père, et mon père est orphelin de mère. Si je parle de mon père, bon, il faudrait parler un petit peu de la Kabylie, donc de ces montagnes de l'Atlas, de l'Afrique du Nord, sous la colonisation. C'était la misère totale, quoi. On parle des gloires de la colonisation française. Je pense que la France a fait beaucoup de bien, c'est vrai. Elle a apporté quand même, je pense, les routes, la médecine, la modernité qu'il n'y avait pas. Mais il y a eu aussi beaucoup de massacres, beaucoup de guerres, et puis aussi la misère, quoi. Donc l'enfance de mon père était vraiment tragique. Un peu l'histoire de la petite Cosette, vous voyez, la petite Cosette des Misérables de Victor Hugo, c'était ce que mon père a vécu. À savoir que son père avait dû partir en France pour trouver du travail. Bon, la Kabylie est la région la plus peuplée, c'est la région montagneuse la plus peuplée du monde depuis très longtemps. Euh, Beaucoup plus densément peuplée que n'importe quelle montagne de la planète Terre depuis longtemps. Et donc les Kabyles sont des gens très besogneux qui doivent tirer parti de la moindre parcelle de leur sol rocailleux euh, et, et donc émigrer partout en Algérie et dans le monde pour subvenir aux besoins de leur famille. Donc mon grand-père était marchand de tapis à Marseille dans les années 30 par là, quoi. Et puis, il était analphabète, ils l'étaient tous à cette époque-là. C'était donc dans les années 30, et mon papa a vu mourir de faim et de misère sous ses yeux, sa maman, son grand frère, sa grande sœur. Et il s'est retrouvé donc le seul survivant, pris en charge par sa tante, qui était très méchante, euh, qui évidemment pensait d'abord à sa propre couvée, donc le peu de nourriture c'était pour ses enfants à elle, et papa n'avait rien, donc il a souffert non seulement de la faim, du froid, mais aussi de l'injustice. C'est peut-être ça qui l'a le plus traumatisé, c'est l'injustice. Pour un petit enfant, c'est quelque chose qui est extrêmement dur à vivre, je crois. Quand tout enfant veut connaître l'histoire de ses parents, bon, je suis l'aîné d'une fratrie de quatre, et le dimanche matin, quand c'était la grasse matinée, on adorait enfant grimper sur le lit de nos parents. Et moi j'interrogeais toujours papa, parce que bon, l'Algérie c'est loin, on était dans la région parisienne, alors papa raconte-nous.
C'était quoi ton enfance dans cette Algérie mythique dont je n'avais aucun souvenir? Et c'était tellement douloureux. Papa ne voulait jamais parler de son enfance. Et l'expression de son visage, c'était vraiment trop de souffrance. Et donc il éludait toujours, c'était toujours la misère. Tu ne veux pas savoir, marcher pieds nus dans la neige en hiver, le ventre vide, les pieds, enfin, la douleur du gel quand vous n'avez pas de chaussures en hiver dans une montagne où il tombe 1,50 m de neige, où il tombait 1,50 m de neige l'hiver, quoi. Et donc, il se retrouve petite Cosette, quoi, c'est-à-dire que, un peu le... Bref. Donc, il a une vie de petit berger, devant chasser les oiseaux qui savaient très bien jouer du lance-pierre, pour au moins se faire rôtir avec ses petits camarades, quelques petits oiseaux pour se sustenter, quoi. Et puis très vite, il a été envoyé travailler en usine à l'âge de, je sais pas, 11 ans. Vous imaginez 11 ans travailler en usine, quoi. Dans une fabrique de chaussures à Alger. Et là, la patronne de ce job, eh bien, c'était une Espagnole. Ça l'a beaucoup marqué parce que cette Espagnole catholique, lorsqu'il arrivait pour le travail, elle lui demandait toujours « Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as mangé ce matin ?» Finalement, il arrivait le ventre vide. Et cette catholique espagnole le régalait tous les matins d'un petit déjeuner comme pour ses propres enfants. Et ça l'a beaucoup touché. C'est pour ça qu'il avait un amour de la langue. Il a toujours voulu... Enfin, il avait appris un peu l'espagnol et plus tard, à l'âge de 40 ans, il a voulu apprendre l'espagnol. Mais c'est la première langue étrangère qu'il a voulu apprendre alors qu'il était adulte, à cause de l'amour de cet espagnol qui lui avait appris des mots d'espagnol. Alors, comme ils avaient vu qu'il avait l'esprit extrêmement vif, plutôt que de le mettre à travailler à l'intérieur de l'atelier de chaussures, eh bien c'est lui qui faisait des livraisons à domicile. Parce qu'il était extrêmement astucieux, il avait un sens de l'orientation phénoménale, donc il pouvait aller n'importe où dans Alger, se retrouver toujours, et aller porter donc les chaussures à ceux qui les avaient données à réparer ou bien à fabriquer. Et puis, il ne souffrait pas seulement de l'injustice, de la faim, de la misère, mais aussi du fait qu'il n'avait jamais pu aller à l'école. Il avait une soif énorme de connaissances, et donc il a décidé qu'il apprendrait à écrire et à lire le français tout seul, quoi. Donc il s'est débrouillé pour trouver des écoles du soir, après le travail, à l'âge de 10, 11 ans, 12 ans, donc il s'est mis à apprendre le français, qu'il est arrivé à parler sans le moindre accent. Ça m'a toujours beaucoup étonné, quoi. Avant même de quitter l'Algérie. Et puis, alors, il voulait apprendre à écrire pour écrire une lettre à son père. Et la lettre à son père, c'était pour lui dire quoi? Eh bien, papa, tu ne peux pas savoir comme je souffre. Tout l'argent que tu envoies pour que je sois bien éduqué à l'école, il est croqué par les Thénardier. Et donc, il apprend suffisamment de français pour écrire sa lettre, et il l'envoie par la poste. Mon grand-père, qui était un analphabète, se fait traduire la lettre, et il prend le premier avion de Lille ou Valenciennes pour Alger pour aller chercher son fils. Il avait enfin compris que tout l'argent qu'il envoyait pour que son fils soit bien éduqué, eh bien, il servait pour les autres membres de la famille et que lui n'avait rien, quoi. Donc le voilà débarquant à l'âge de, 12-13 ans à Valenciennes. Il a souffert de la tuberculose, et puis, ce qui était en effervescence, plus qu'en effervescence, c'était la question de l'indépendantisme algérien. Ce qui a frappé mon père, parce que de tous ces travailleurs immigrés du nord de la France, il était un des très rares à savoir lire et écrire. Enfin, il était même le seul. Son père tenait un café, hôtel, restaurant pour travailleurs immigrés. Et mon père Alors c'était amusant parce que les militants communistes voulaient évidemment se servir des revendications nationales, récupérer ces mouvements pour la cause communiste. Donc ils distribuaient le journal L'Humanité,
qui était le fer de lance de la défense des droits des peuples colonisés à cette époque-là, dans les années 40-50. Et donc mon père était lecteur, donc c'est lui qui qui lisait le journal pour tous ces analphabètes qui voulaient savoir, mais qui se passionnaient de politique. Il faut dire que les Kabyles sont des passionnés de politique. Ils ont ça dans le sang. Enfin, je crois qu'il n'y a pas que les Kabyles, parce qu'en fait les Kabyles, c'est tous les Berbères. Tous les Berbères. Voilà. Donc j'en étais pour vous dire que il est travailleur, donc il devient travailleur immigré donc dans le nord de la France, il aide son père dans le café, et puis donc il est chef de cellule du mouvement nationaliste algérien qui était le seul mouvement nationaliste algérien à l'époque, de Messali Hadj. Il n'y avait rien d'autre. Bon. Le FLN est venu bien après et a pratiqué un terrorisme ultra-violent pour s'imposer à la fois sur le terrain algérien et face à la France. Et alors papa nous a raconté tellement d'histoires sur toutes les manifestations qu'il faisait parce que les vieux mettaient les jeunes devant pour se faire tabasser par la police, enfin que les histoires incroyables. Donc mon père était sans cesse, évidemment, il avait des tas de problèmes avec la police française. Et mon grand-père ne savait que faire pour diminuer les ardeurs nationalistes de mon père. Donc il l'a inscrit à des tas de sports de combat, à la boxe et tout, pour essayer d'évacuer sa virilité. Et puis il payait des tas de pots de vin au commissaire de police pour qu'il soit gentil avec son fils, enfin pour qu'il ne soit pas trop... Enfin, c'était un peu la course-poursuite et le jeu du chat et de la souris. Donc, mon père étant bien fiché par les services français, eh bien, lorsque la France a décidé d'envoyer le contingent en Algérie, eh bien, on a d'abord raflé. Mon père a été raflé comme les Alsaciens ont été raflés par la Gestapo pour l'armée allemande, quoi. Excusez-moi, enfin il y a des similitudes. Donc tous ces Algériens en âge de faire leur service militaire ont été raflés. Pourquoi raflés? Parce que on les savait mouiller jusqu'au cou dans l'indépendantisme. Donc il fallait pas si on leur avait annoncé on va vous mobiliser pour aller vous battre contre vos propres frères en Algérie, ils seraient rentrés dans la clandestinité, bien évidemment, ou retournés en Algérie dans le maquis. Et donc, il s'est retrouvé enrôlé de force dans les tirailleurs algériens, dans l'est de la France. Alors, les méthodes, c'était vraiment des méthodes à faire pâlir ce qu'il y avait de pire dans l'armée allemande pendant la guerre 40. Quoi. Bon, j'ai étudié ça, je suis historien, donc l'histoire me passionne, donc je pourrais, mais je ne vais pas rentrer. Bref. Et il se trouve envoyé donc en Algérie. Et là, c'est terrible parce qu'ils ont été enrôlés de force dans l'armée française pour une colonisation qu'ils abhorrent et dont ils savent qu'elle n'a aucun avenir et qu'elle n'a fait que paupériser le peuple algérien. Mon père a vu des camarades se tirer des balles dans le pied pour ne plus faire cette guerre, quoi. Pour partir à l'hôpital, et puis, grâce à Dieu, je vais passer le détail, grâce à Dieu, mon père ma mère était sûre, ah oui, parce que j'ai oublié de parler de la rencontre, quoi. Bon, avant de partir à l'armée, avant d'être raflé par l'armée, mon père rencontre ma mère. Alors c'est très drôle, je rigole parce que j'ai les confidences de mes oncles et tantes, des frères aînés, enfin surtout de la sœur aînée de ma mère, qui est ma marraine, s'appelle Thérèse. Donc je sais des choses que ma mère ne m'a jamais racontées. Enfin, quand j'ai demandé à ma mère comment ça s'est passé, elle m'a dit c'est le regard. Donc il y a eu un flash électrique entre le regard de mon père, le premier regard de mon père et le premier regard de ma mère. Sachant que ma mère, c'était l'antithèse de ma mère, c'est-à-dire de mon père. C'est-à-dire que ma mère, c'était une famille de 11 enfants du nord de la France. À l'origine, c'était des paysans très cossus.
très catholique. Donc ma mère avait 4 frères et sœurs religieux sur 11 enfants, quoi. C'est pas mal quand même. Et bon, famille nationaliste française, son père était à l'Action française, militaire à l'Action française, vous voyez, le père de ma mère. Et donc des familles qui ont donné beaucoup de religieux et de militaires pour servir la France. Et dans ce contexte, alors là maintenant il faudrait que je bascule et que je parle un peu du côté de ma mère. Donc elle s'appelle Geneviève, mon papa s'appelle Ahmad, Ahmed, on dit en français. Et donc ma mère c'est la 11e, la petite dernière. Souvent les petites dernières sont très choyées. Bon. Je pense qu'elle l'a beaucoup été par ses frères et sœurs aînés, mais il y a eu un drame dans la famille, c'est que juste au moment de sa naissance, son père, qui était donc maître tailleur dans l'armée française, avait décidé de monter son propre business de couture. C'était presque de la haute couture, puisque c'était les habits des officiers, quoi. À l'époque, les habits des officiers, c'était quelque chose, quoi. Et c'était malheureusement pendant la guerre, pendant la crise de 29-30, là, qui a été décalée en France, et donc en fait, ça a été une catastrophe. Il a fait faillite. Et puis en plus, je pense qu'il devait être bipolaire. Il avait des grandes sautes d'humeur. Ça, ma grand-mère me racontait avec ma tante que c'était quelqu'un de très généreux, alors très catholique, mais en même temps, comment vous dire, ce que je voulais dire par rapport, ma grand-mère me raconte, les souvenirs que j'ai de ma grand-mère et de mes oncles et tantes, donc quelqu'un de très catholique, très généreux. Par exemple, le genre de truc que mon grand-père faisait à ma grand-mère. Pendant la guerre 14, lorsque les soldats américains sont venus pour la fin de la guerre, mon grand-père n'hésitait pas à inviter 50 soldats américains chez sans prévenir ma grand-mère, quoi, pour manger à table, quoi. Donc elle avait 11 gosses, ma grand-mère. Enfin, ils n'étaient pas tous nés, mais c'était déjà une famille nombreuse. Et mon grand-père était tellement accueillant et enthousiaste pour ces Américains qu'il pouvait les amener à 50, et c'est ma grand-mère qui devait Bon, elle avait une bonne, mais... ou alors, il était un peu excentrique, il manquait de prudence, sûrement, alors que ma grand-mère était très prudente. Mais par exemple, il allait entreprendre de refaire le toit de la maison, alors qu'on était en plein été, mais que le temps était orageux, bon. Toujours est-il, ce pauvre grand-père, c'est qu'il a pété les plombs, donc il est rentré, bon, c'est un peu dramatique, et donc il a fallu l'interner. Et donc ma mère n'a quasiment pas connu son père. Et puis il y a eu toute une histoire de famille, bon... j'en parlerai une autre fois, mais peu importe. Donc je reviens à l'histoire de mes parents. Où en étais-je déjà? Donc ils se rencontrent. Voilà, ils se rencontrent. Coup de foudre. Coup de foudre. Coup de foudre. Seulement, coup de foudre, l'Algérie c'est la guerre. Et même parce qu'ils se sont connus pour la première fois en 57-58. Donc c'était un des moments les plus chauds de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire, je passe les détails. Moi, je pense qu'effectivement, que je ne peux pas parler de moi sans parler de mon père et de ma mère, voilà. Parce que je leur dois tout, ou presque tout. Bon, chacun d'entre nous, hein. Mais je leur dois... on devrait tous dire ça. Sauf que mon père n'a rien reçu. C'est-à-dire c'était la misère, mais attendez. Donc son père était travailleur. Il s'est retrouvé entre l'âge de 0 et 12 ans, orphelin, abandonné par tout le monde. Il n'avait aucune nouvelle de son père pendant 12 ans. Donc il avait plus sa mère, et c'était une petite Cosette, quoi. La souffrance de ma mère, de l'autre côté, c'est qu'elle n'a jamais eu de père dans sa vie, quoi. Et ils m'ont donné tous les deux ce qu'ils n'ont jamais eu, quoi. C'est ça que je veux dire.
D'accord. Ils m'ont donné tous les deux ce qu'ils n'ont jamais eu. C'est-à-dire un père extraordinaire et une mère extraordinaire, et bon. Et tout ce qu'eux n'ont pas eu, quoi, c'est-à-dire la nourriture, la scolarité, tout, quoi. Leur présence. Bien sûr, oui. Mm. Donc voilà, c'est ça qui est le plus essentiel. En fait, je crois que je vais en rester là pour cette première vidéo. C'est un petit aperçu. Je rends grâce à Dieu pour ce que j'ai reçu de mes parents. Et dans la prochaine vidéo, je vais parler un peu plus peut-être de mon histoire. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.